c'est la fondation de tout ce que je suis, quoi. Une fois qu'on a fait Saint-Luc, ça reste dans nous et qu'on n'a pas envie de faire autre chose. Si vous fréquentez souvent l'autoroute E42, quand vous passez à hauteur de Froyenne, vous avez forcément l'œil attiré par cette silhouette assez particulière du bâtiment qu'occupe Saint-Luc aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'école Saint-Luc n'a pas toujours occupé ce bâtiment. C'était à l'origine un pensionnat qui a été construit par les frères français en 1904, abandonné dans les années 60 par les frères français et racheté par l'école Saint-Luc à cette occasion. La construction de Saint-Luc est vraiment très particulière. Ce sont des frères français qui vont construire, on va dire, une enclave pédagogique française en terre belge. Pour comprendre la démarche, il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1904, il y a en France des lois qui séparent clairement l'État et la religion. Et du coup, quelque part, les frères français qui étaient installés à Passy, près de Paris, se trouvent obligés de s'exiler en terre étrangère pour trouver un climat plus clément. Ce pensionnat, il a été construit en 1904 par Paul Clerbeau et c'est un bâtiment à l'époque qu'on disait pharaonique parce qu'évidemment très grand et puis quand on regarde le nombre de fenêtres déjà de Saint-Luc, bon, on a dû chercher des ouvriers, des vitriers, des menuisiers sont passés là et c'était vraiment beaucoup de travaux qui ont duré finalement très peu de temps, donc en 14 mois le bâtiment a été fini. Et on a dû, à ce moment-là, la campagne, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, et donc on a dû construire un château d'eau, on a dû construire une machine à vapeur, une turbine à vapeur, et on dit qu'une équipe d'ouvriers fonctionnait jour et nuit, donc il y avait à peu près 200 ouvriers qui fonctionnaient là sur le chantier. Si vous regardez Saint-Luc, c'est un bâtiment en pierre jaune, donc les briques, en briques, les briques jaunes venaient de Furnes et étaient amenées par bateau et arrivaient sur le chantier même de Saint-Luc. Donc c'était vraiment un chantier colossal, quoi. On trouve trace de la première école Saint-Luc vers 1862 à Gand. École, on va dire, ouverte par la confrérie des écoles chrétiennes, par plusieurs protagonistes, frère Marès, baron de Béthune et la famille Desclés qui vient jouer le rôle de mécène un peu dans cette aventure. Et très rapidement, le succès de cette initiative va faire des émules et on va voir s'ouvrir de nombreuses écoles Saint-Luc à travers toute la Belgique. À Mons, à Bruxelles, à Liège, à Anvers, par exemple. C'est à Tournai en 1878 que l'école se crée et à l'initiative d'une famille qui est fort illustre à Tournai, qui est les frères Desclés. Et ces frères Desclés s'étaient enrichis par la distribution de gaz et la fabrication de gaz et d'électricité dans le nord de la France, et puis créent une imprimerie à Tournai qui était spécialisée dans le livre religieux et dans le plein chant. Et donc, voilà, ça va de pair. La première école Saint-Luc sera une école de dessin jumelée à une école de chant, l'école Saint-Grégoire.
La section ébénisterie apparaît en 1889 et grâce au frère Ernest qui décide de fonder cette section. Alors c'est une section de menuiserie au départ et on y annexe la sculpture sur bois et puis sur pierre par après. C'est toujours dans l'esprit religieux du baron de Béthune et donc ça on insiste fort et donc ce n'est pas du tout des meubles Louis XV et Louis XVI comme on le connaît maintenant, mais surtout donc des confessionnaux, des chaires de vérité, des lutrins, des buffets d'orgue, hein, donc surtout du mobilier religieux. Et il y avait même sur les poutres de l'école des phrases comme par exemple l'art est une parcelle de Dieu, l'oisiveté use plus que la rouille, et donc des phrases qui faisaient en sorte que l'élève devait évidemment être stimulé au travail. L'idée était de lier le savoir-faire artisanal avec une dimension spirituelle d'ouverture vers la religion catholique fortement exprimée, on va dire. On observe une modification du type de production, on va dire, à partir de 1920, où la menuiserie va vraiment s'ouvrir, elle va rester fidèle au mobilier religieux, mais elle va s'ouvrir aussi à des commandes privées, à la restauration, et va tout doucement évoluer. La notoriété va évoluer aussi, et donc va de plus en plus ouvrir la diversité de produits de l'ébénisterie à Saint-Luc. Cette première école, elle était située rue du Four-Chapitre, elle y reste un an, et puis elle va très vite émigrer vers la rue du Curé Notre-Dame, donc maintenant le bâtiment qui est les archives de l'État. Et ce bâtiment sera démoli en 1896 lorsqu'on va dégager la cathédrale de Tournai. Donc à ce moment-là, il faut choisir un autre bâtiment et on va circuler un petit peu dans la ville, donc rue des Sœurs-Noires. Et puis l'école va trouver place dans la rue des Clérisses, dans l'ancien couvent des Clérisses. La vraie arrivée de Saint-Luc à Reminichen résulte en réalité de l'incendie dans les années 1940 des bâtiments de Saint-Luc lors de la guerre. Saint-Luc s'est retrouvé du coup obligé d'occuper des bâtiments pas forcément tout à fait adaptés à son activité. Et dans les années 60, effectivement, le départ des frères français a offert une opportunité d'investir le bâtiment qu'elle occupe aujourd'hui. Où était la section ébénisterie dans ce pensionnat de Passy-Froyenne ? Alors là, il n'y avait pas vraiment une section ébénisterie, c'était une section menuiserie et elle occupait déjà les bâtiments qu'occupe l'ébénisterie aujourd'hui, c'est-à-dire les ateliers qui sont construits un petit peu à l'extérieur du bâtiment central. Ça veut dire que ça fait plus d'un demi-siècle qu'on travaille le bois dans le même bâtiment. Oui. L'odeur de la sueur perdure depuis longtemps dans les bâtiments, tout à fait. On se trouve ici dans le grand atelier d'ébénisterie où vous avez regroupé les 3e années jusqu'aux 6e années de l'enseignement secondaire professionnel en ébénisterie. Il s'agit d'un parcours qui commence dès l'âge de 14 ans avec un apprentissage des différentes techniques, aussi bien manuelles que machines, pour du mobilier avec un projet toujours individuel. Chaque étudiant a son meuble avec des difficultés croissantes de techniques bien différentes en massif ou en marqueterie. Ce grand atelier, c'est un peu la ruche de la section ébénisterie de Saint-Luc. Cette année, ils sont près de 180 étudiants à travailler chaque semaine une quinzaine d'heures derrière leur établi. À côté de cela s'ajoutent des cours généraux de dessin technique et de technologie. Une trentaine d'enseignants les encadrent. La grande majorité d'entre eux sont des anciens de l'Institut. J'étais tellement cancre et mauvais quand j'étais jeune que je m'étais dit, en sortant de Saint-Luc, j'arrive à faire quelque chose de mes doigts et pourquoi pas combattre le mal par ça. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être professeur. Ce n'est pas un critère d'entrée, mais ça permet de continuer la tradition dans le respect de l'art. C'est l'amour du métier, c'est l'envie de continuer. On a reçu un tel enseignement, nous, en étant élèves, qu'on n'a qu'une envie, c'est de retransmettre la même chose. Et cette transmission transparaît de toutes parts dans l'atelier. Une réelle communion existe entre professeurs et élèves. Des élèves d'un peu tous les âges, puisque cette année, le plus jeune a 14 ans et le plus âgé 37. Tous sont unis par une motivation bel et bien réelle, par une envie commune de travailler ce matériau noble qu'est le bois. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici de voir tous ceux qui maintenant sont partis, qui étaient en 6e ou en 7e. Ça donne envie d'aller plus loin parce qu'on voit les choses que maintenant, nous, on peut faire, mais qu'on ne connaît pas quand on est plus petit. Et ça pousse aussi à faire d'autres choses, à apprendre. Et surtout, ce qui est bien aussi au niveau de l'ambiance, c'est qu'on est
tous quasiment ensemble, comme il n'y a que 2 classes en fait à chaque fois pour chaque palier. On se connaît tous plus ou moins et dès le départ on est ensemble et jusqu'à la fin du coup on est tous super potes. Le mélange d'âge ne pose absolument aucun problème. On a des amitiés qui sont nouées très fortes avec des personnes qui peuvent avoir 5, 6, 7 ans d'écart. Et c'est une des rares écoles, je donne un exemple souvent, c'est que à la pause, vous verrez toujours des gens travailler qui ne s'arrêtent jamais. Et au déjeuner, les professeurs nous foutent dehors parce que sinon, on continue de travailler. Voilà. Et au retour de la pause déjeuner, les élèves veulent rentrer et c'est les professeurs qui doivent vraiment empêcher les élèves de rentrer pour travailler. C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. C'est pas difficile pour moi de vous dire que si j'enlève les professeurs de l'atelier maintenant, ça ne va pas les déboussoler, ils vont continuer à être acharnés sur leur travail et concentrés. On est là comme guide, en appui par rapport à leur projet et on les accompagne là-dedans. Ce n'est pas le professeur qui sévit, sanctionne ou donne juste une évaluation. On est bien au-delà. Si cette osmose enseignant-étudiant existe, elle n'efface pas pour autant le degré d'exigence. On a clairement établi les niveaux à obtenir pour chaque degré de classe. Et les étudiants le connaissent très bien, ce niveau, donc ils essayent de viser encore plus haut, tant mieux. Mais quand le niveau n'est pas là ou quand les objectifs ne sont pas atteints, qu'on constate que les compétences ne sont pas suffisantes pour le passage en année supérieure, voilà, ils refont leur année et on adapte le programme pour ne pas s'endormir et pour ne pas se lasser aussi de l'apprentissage. Et donc, il n'est pas rare de voir qu'un étudiant qui a des difficultés en cours généraux refasse une année chez nous et puis a un projet bien plus ambitieux que pour le niveau de sa classe. Et ça, c'est ça aussi qui booste les élèves. Notre magasin à bois avec les piles d'essences différentes comme le chêne, le merisier, le noyer, des bois indigènes, mais aussi de l'acajou. Et toutes ces essences sont stockées dans différentes épaisseurs pour les projets de nos étudiants. La formation en ébénisterie relève de l'enseignement professionnel. Elle débute dès la 3e année. Pourquoi tu es ici? Parce que j'aime travailler avec le bois et ça me plaît ce que je fais. C'est quand même pas anodin pour une fille. Je sais. Mais dès qu'on m'a parlé du métier ébénisterie, ça a été le coup de cœur et j'aime ce que je fais. Donc voilà. C'était pas les études que tu avais entamées pourtant? Non, avant j'étais dans le général et j'étais pas à ma place, donc j'ai voulu partir ici. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ces études? Le 1er mai, en fait, je suis venu ici pour découvrir voir l'ébénisterie. En fait, je suis tombé sur un coup de cœur parce que ça faisait déjà quand même plusieurs années que je voulais faire designer auto. Puis en venant visiter ici, je suis tout de suite tombé sous le charme, tout ça. Je trouvais ça assez impressionnant, la forme qu'on pouvait donner à un arbre tout bête, quoi. Et donc c'est pour ça que ça m'a poussé à venir ici. Le bois, ça n'a rien à voir avec le design automobile? Non, ouais, c'est pour ça que ça a complètement changé. Et puis après, je m'y intéressais vraiment. Mets-toi droit. Quand tu es sur le côté, tu vois pas. Si tu te mets bien droit, tu vas voir ce que tu fais. Je suis en oblique, Tu peux pencher légèrement ta pièce. Si tu veux, s'il est droit, t'as qu'elle soit droit, tu penches légèrement ta pièce. D'accord? On a commencé de la base, donc à apprendre les outils de traçage et les outils manuels de base. Les jeunes sont rapidement à l'atelier? Dès le début de l'année. Maintenant, on est à mi-année scolaire. Que font-ils? Où en sont-ils? Donc ici, on a 2 projets pour l'année. On fait un coffre à outils et on fait une table basse pour la fin de l'année. Donc ici, ils sont déjà au niveau du coffre à outils. Donc c'est des assemblages à queue d'arronde. Ciseaux. Moi, j'ai fait la même chose, mais j'ai coupé un peu plus haut. D'accord? J'ai coupé ici. Comme ça, j'avais juste la matière à enlever droit. Je ne vais pas retailler dans l'autre sens après. D'accord. Donc ça va peut-être un peu plus vite. Moi, si quelqu'un me disait qu'avec madame, ils avaient tapé ici. Ouais. Après, ils ont retourné, ils ont été jusqu'au fond. Et que ça allait. L'apprentissage est progressif. Au 2e degré, soit en 3e et en 4e année, les cours dispensés constituent la base du métier d'ébéniste. Les objectifs sont ici de développer les compétences relatives au façonnage et aux assemblages de pièces de bois, avec, en guise de préambule, l'exécution de dessins et de plans. Tu recopies proprement, tu fais attention à bien former tes chiffres parce que là on ne comprend pas les chiffres que tu as mis. Ouais. Et de faire attention que tu as bien recopié. Quand tu as fini de recopier, tu m'appelles, je revérifie,
Je te dis ce qu'on débite, ce qu'on corrode. Là, je suis en train de dessiner le chantournement de ma moulure. Donc en gros, là, j'ai une moulure sur ma porte, qui est ici, tout là, qui a été dessinée par une prof ici, et moi, je dois la redessiner, parce que là, elle doit être dessinée en 2 fois pour la moulure, et après, une fois de plus pour le panneau qui s'incruste dedans. Et ça, c'est le travail que tu dois effectuer en vrai d'ici la fin de l'année, ce meuble. Ouais, coupé en 2. Parce qu'en fait, pour la fin de l'année, nous, on doit faire un confiturier. Du coup, ça, c'est un buffet. Du coup, je vais faire que la moitié. Ici, on essaie qu'ils sortent un meuble à la fin de l'année. Donc, la première partie de l'année consiste à faire tout ce qui est apprentissage, les premiers assemblages d'apprentissage. Une fois qu'ils ont atterri tous les apprentissages d'assemblage, on essaie de leur faire faire un meuble. Donc, suivant leur capacité, il est plus ou moins difficile, suivant l'élève, puisqu'ils font chacun un meuble différent. Donc, ils ont des critères à respecter. Ils doivent avoir tous les assemblages de base, tenons, mortaises, rainures, panneaux. Et de là, on voit si l'élève est capable de faire un peu plus, donc un petit peu plus sophistiqué. On met un petit peu de volume si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on reste dans le cadre un peu plus simple pour que tout le monde arrive à la fin avec un meuble. Quelles sont les différentes étapes de confection d'un meuble? Donc tout d'abord, on commence d'abord par l'épure, le bordereau. Donc le bordereau, c'est tout ce qui est c'est liste de bois nécessaires pour un ouvrage. Après du bordereau, on passe au débitage. Donc c'est où on va tout débiter toutes les pièces du meuble. Donc il y a des montants, des traverses intermédiaires, des panneaux, du dessus, des tablettes et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses dans un meuble. Tout ceci à quincaillerie. Mais ça, c'est plus vers la fin du meuble. Et donc après, c'est machinage. Une fois qu'on a fini les assemblages, après, c'est peut-être la finition. Voilà. Ici, tu vas suivre cette courbe-là. Donc, on commence par la même courbe. On s'appuie ici. Ça, c'est pour ta courbe extérieure. Maintenant, je vais te tracer ta courbe intérieure. D'accord? Donc ça, la courbe intérieure, c'est la pointe de ton V. D'accord? Et on y va et on tire en même temps. Chacun travaille à son rythme? Oui. Comme vous avez pu voir là, j'en ai qui sont encore au coin de meuble, j'en ai qui ont fini leur épure, qui sont au débit, j'en ai qui sont à l'assemblage. Donc oui, effectivement, ils vont chacun à leur rythme. On leur impose quand même un petit peu de suivre quand ils sont trop en retard, puisqu'il faut quand même qu'ils arrivent à la fin de l'année avec tous les acquis de la 4e, mais ils vont chacun à leur rythme. C'est pour ça qu'on est fort sollicité, parce que chacun a un niveau différent, donc on ne peut pas prendre la classe en même temps et expliquer tous en même temps, c'est pas faisable. On se trouve actuellement dans la salle de débit où on vient mettre les tranches d'arbres qu'on appelle plateaux, sur lesquels on vient tracer les pièces de façon à éviter l'aubier et à être au plus proche du bois correct pour les différentes pièces dans le meuble. C'est prévu d'être enlevé, ça, hein? Ça a dû être à fleur. Ici, non. Oui, mais le petit carré qui est ici, là, ça doit rester, ça? C'est dessiné sur l'épure comme ça? Non. Non? Donc tu dois l'enlever? Ouais, moi j'ai dessiné ça aussi, dans mon épure. Si tu dois l'enlever, avec un ciseau large, très bien affûté, tu enlèves la matière, tu la chasses. D'accord? Finir au racloir et au papier. Ouais, d'accord. Le mot-clé qu'on peut dire pour la 5e année, c'est l'approche de l'autonomie. Donc ils ont des acquis à partir de la 4e. Ces acquis, ils les mettront en pratique de façon plus ou moins autonome en 5e. On est toujours là pour veiller à ce qu'ils mettent la main là où il faut, d'avoir le geste qu'il faut pour la pièce et le travail qu'ils demandent. Mais ils sont censés travailler plus ou moins seuls. Vous pouvez regarder autour de vous, là, pour l'instant, ils n'ont besoin de personne. Tu t'arranges pour que tes deux joints sont parfaits, d'accord? Quitte à simplement uniquement le scotcher, tu coupes et on présente. Il n'y a que comme ça que tu vas voir. Quelles sont les principales difficultés de ce travail? Sur mon meuble, c'est les pieds qui sont gainés. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Donc il faut travailler toute la base ici. J'ai des cannelures aussi sur le dessus. Donc c'est tout un raccord de moulure à faire. Donc à la main, tout se fait à la main.
et mes tiroirs et mes côtés qui sont plaqués en fait. Et ils sont plaqués en frisage pour faire des flammes. Donc on travaille sur l'aspect visuel, sur l'esthétique. Et donc c'est ce qui me plaît le plus, c'est le minutie de l'esthétique sur le meuble en fait. Donc bien droit, bien vérifier ton équerrage. D'abord enlever la matière sur tes montants ici, et après tu peux venir créer l'arrondi. Et tu respectes ton traçage. Je suis en train d'affleurer le pied avec la traverse. À la base c'est brut et je viens faire la lime et la râpe pour la finition en fait. C'est votre travail à effectuer durant cette 5e année? Ouais, c'est ça. C'est une chiffonnière Louis Transition, donc avec 2 tiroirs, un faux tiroir, un chétron et une tirette, qui sera en noyer. Pourquoi avoir choisi cette chiffonnière? J'avais déjà fait d'autres meubles avant qui m'ont permis d'apprendre des choses. J'ai fait des pieds tournés, des pieds sculptés. Et là, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette chiffonnière, c'était les pieds. Et c'est vraiment les pieds, en fait, la forme des pieds que j'ai vraiment accroché. Je recherchais plus ce type de meuble-là. Le choix du travail, c'est toujours un mobilier ancien, c'est pas du contemporain? Non, ouais, c'est ancien, mais je trouve ça plus sympa parce que c'est une partie historique aussi. Et donc ça se relie un peu et ouais, c'est plus sympa, je trouve, de travailler des meubles d'époque parce qu'il y a une vraie histoire derrière et c'est plus sympa. Ils ont un projet qui leur est propre et personnel. C'est un meuble qu'ils ont choisi dans un musée, dans des livres ou un meuble de famille qu'ils décident de recopier dans la tradition. Et on démarre le projet donc en tout début d'année par le dessin dixième pour un peu rechercher les proportions, l'aspect esthétique. Une fois que ça s'est mis au point, on passe à l'atelier pour dessiner le meuble à échelle, ce qui permet là de rentrer dans les détails techniques et de réellement de le construire quelque part, quoi. Et à partir de ce moment-là, dès que le dessin est terminé, donc on appelle ça l'épure, il rentre dans la matière, dans le vif du sujet, et là, il réalise le meuble tout le long de l'année. Tu as pensé à regarder s'il n'y avait pas des petits échappements de colle dans les mortaises qui sont communicantes? Peut-être, oui. Alors, va pas plus loin, démonte et vérifie ça. Hein. D'accord, ok. Ça va? Et ici, tout se passe bien, là? Ici, nous rentrons dans la salle des machines avec la partie de travail du bois avec des raboteuses, dégauchisseuses, toupies, scie à ruban, scie circulaire. Théo, qu'êtes-vous en train de faire? Eh bien, en fait, là, je suis en train d'assembler mes filets qui vont être sur les décors de mon meuble. Et du coup, c'est de l'érable teinté vert et de l'érable naturel. Donc, je viens les caler dans des rainures pour pouvoir les assembler ensuite et pouvoir les coller ensemble sans que ça colle dans le gabarit. C'est une grande première pour vous, ça, aujourd'hui? Ouais, c'est la première fois que je fais des filets comme ça. C'est intéressant, c'est vachement sympa à faire et c'est sympa, j'aime bien. Ça me permet de voir l'avancement dans le meuble parce que là je suis resté sur le bâti avec le chêne et je passe au plaquage, ça fait plaisir. 1,5 mm d'écart, c'est pas grave. J'ai combien? 1,5 mm d'écart. T'as 19? Non. Ici mon filet il a bougé, 19, donc 19. quand je vais décoller ça, je vais devoir leur... On décolle juste cette partie-là, puis il remet le droit, puis on recolle derrière. C'est une année importante, la 6e. Ah oui, c'est l'année du diplôme. Donc c'est l'année où les élèves réalisent vraiment leur projet de cursus. Et c'est une année avec beaucoup d'élèves aussi, parce qu'on regroupe les 5e des différentes années, les 5e normaux, les 5e un peu plus âgés qui viennent d'un autre cursus. Donc nous, on a des classes relativement chargées avec des élèves vraiment de tout âge. Cette année, on a des élèves qui vont de 17 ans à 37 ans. Et s'il y a une telle différence d'âge, c'est tout simplement parce que chaque année, de plus en plus d'élèves de niveau supérieur, voire universitaire, décident de changer d'orientation et de goûter à l'ébénisterie. J'ai fait des études de médecine
et j'ai également fait des études de droit, donc j'étais assez éloigné. Ensuite, je me suis mis à travailler dans la filière commerce, donc j'étais conseiller de vente. Voilà, j'ai fait de la conception d'aménagement, de dressing, de cuisine. Un parcours assez atypique, j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents, mais je ne trouvais pas quelque chose qui me réalisait réellement. C'est vrai que grâce à l'ébénisterie, j'ai vraiment la sensation de me réaliser au travers de ce que je fais, dans la réalisation de mon travail manuel. C'est extrêmement épanouissant. Un épanouissement que je ne trouvais pas dans les autres métiers que je faisais. Les spéciaux, comme on les appelle ici, arrivent en 5e année. Ils ont un horaire adapté pour leur permettre d'acquérir rapidement les techniques d'assemblage. En 6e, ils rejoignent les étudiants du cursus traditionnel pour perfectionner leur habileté et préparer leur entrée dans le monde du travail. À la manière des compagnons, tous sont amenés à réaliser un chef-d'œuvre. Je présente un bureau de pente de style transition qui tire son nom du fait que c'est un style qui fait la transition entre le style Louis XV et le style Louis XVI. Donc voilà, c'est le meuble que je présenterai au jury en fin d'année. C'est un meuble assez complexe. Un meuble assez complexe, déjà par le fait qu'il est intégralement plaqué, avec différents frisages, différents motifs qu'on voit ici, différents bois exotiques, l'amarante, le bois de rose. Bois de rose qui tire son nom d'ailleurs de l'odeur qui est travaillée, qui est dégagée quand on travaille le bois, et non pas de la rose où on ne peut rien tirer des fleurs de l'arbre. J'ai choisi une table tambour de style transition avec de la marqueterie de cubes sans fond sur toute la ceinture. Sur l'entrejambe, elle est plaquée en bois de rose, en bois de violette et en sycomore teinté vert. À l'origine c'était en vert, mais au fil du temps, avec les rayons du soleil, la couleur passe. Ça demande énormément de travail. Ouais, quand même. Surtout au niveau des pieds qui sont bien compliqués, au niveau de la compréhension et tout ça, du dessin. J'ai passé énormément de temps sur le dessin des pieds. Mais une fois que c'est fait, qu'on a le meuble bien en tête, les purs finis, ça va tout seul. Maintenant, c'est la partie la plus agréable, c'est celle du travail du bois. Ouais, bah ouais, c'est ça. Alors, où en êtes-vous dans votre projet actuellement? Là, je suis en train de plaquer mes pieds. J'ai actuellement fini de plaquer les 4 faces. Il me reste encore le chanfrein ici, qui sera en vert ici, en érable teinté vert. Qui sera ici, et il y a encore à plaquer là. Et après, le bâti prendra forme pour être collé et tout ça. Là, les cubes sans fond, j'ai commencé à les scier là. C'est que le début, mais il faut s'y accrocher parce que j'en ai 500, je crois, 500 losanges, donc il faudra tout assembler et tout ça, ça va être beaucoup de travail. Chaque élève choisit son projet par rapport à des critères qu'on leur donne. Donc en 6e année, on travaille beaucoup le plaquage. Donc, des essences de bois comme celle-ci, des fines feuilles de bois de quelques millimètres d'épaisseur, des bois précieux. On travaille aussi la sculpture beaucoup. Et alors des meubles où il pourrait y avoir des mécanismes ou des choses beaucoup plus fines. On est vraiment sur du mobilier haut de gamme, du mobilier de château, ou du mobilier... Avec davantage aussi de formes arrondies, par exemple. Oui, les difficultés se trouvent soit dans la technique de plaquage, soit dans les techniques de sculpture, mais aussi les mises en forme des bâtis. On a des bâtis ronds, on a des bâtis ovales. Les pieds ne se trouvent plus dans les coins, parce qu'il n'y a plus de coins. Donc tout devient beaucoup plus délicat, ne serait-ce qu'à dessiner et bien sûr réaliser. Il reste fini là, la ligne. Ouais, en allant du plaquage vers le bois. Vous posez sur ce plat-là ou sur celui-là quand vous sciez? Mais ici, tu vas voir le manche. Si tu te mets comme ça, le manche, lui, va gérer ton inclinaison. Parce que vu que ton manche touche, c'est pas l'incliner plus. Ce qui est important, c'est surtout presser ton bois. Ouais, bah ouais. Si tu le presses pas, ça s'éclate. Pour obtenir leur qualification en ébénisterie, les étudiants ont à présenter le fruit de leur travail devant un jury. On a un jury de professionnels et de professeurs en fin d'année, donc mi-juin, avec une trentaine de personnes qui viennent évaluer l'élève. Donc par rapport aux critères qu'on leur donne en début d'année, donc un critère de qualité, un critère de quantité parce qu'il faut que leur projet soit abouti. Et puis ces élèves défendent aussi le projet devant ces professionnels, ce qui est très intéressant aussi au niveau de la vente. Leur qualification une fois en poche, les jeunes ébénistes peuvent se spécialiser. En 7e année, ils ont ainsi l'opportunité de maîtriser de nouvelles compétences. Pour les uns, ce sera la création ou la restauration de mobilier. Pour les autres, la sculpture, la marqueterie ou la restauration de sièges et le garnissage. L'atelier de garnissage avec les étudiants de Monsieur Servet. Bonjour Philippe. Bonjour. Et la visite des anciens, donc voilà, on est toujours content de revoir les anciens.
le travail en technique traditionnelle et des projets un petit peu plus atypiques comme le berceau qui est ici et que Chloé, qui est une ancienne étudiante et qui a du travail actuellement, est occupée de faire pour sa sœur qui va avoir un petit bébé incessamment ici dans 15 jours. Et donc elle est venue garnir ce berceau et c'est un travail qu'elle a réalisé l'an passé en sculpture en s'inspirant du mouvement Art Nouveau. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, tu regarderas bien arriver dans les angles. Une fois que c'est appointé, là, à ce moment-là, tu reprends le centre. On va venir repositionner ici. On va se redéfaire ici sur le côté pour rabattre et pouvoir faire ton échancrement. D'accord, là je comprends mieux. Voilà, Bon. d'accord. Okay, donc ici, il faut vraiment repositionner. Et on viendra remettre à ce moment-là, peut-être, ici, un dacron, ou enlever de la matière aussi. Donc pour l'instant, c'est le positionner pour voir si la couture que tu as faite est bonne. Là, je suis en train de poser le tissu final de mon crapaud. Donc avant de poser le tissu final, on pose d'abord une toile blanche, comme vous pouvez le voir. Et alors ici, je suis en train de poser la cise. Donc j'appointe pour voir si le tissu est bien positionné. Dedans, il y a différentes toiles. Donc ici, vous allez voir, vous pouvez observer, il y a une toile forte. On met ensuite du crin. Ensuite, on vient refermer avec une toile d'embourrure. On vient faire quelques points pour maintenir le tout. Et on vient mettre une petite ouate, en quelque sorte, au-dessus et refermer par une toile blanche. Camille, tu peux venir voir aussi, toi aussi ici. C'est que quand on vient coudre le bolduc au dossier, il faut impérativement, quand c'est en tissu uni, on peut le coudre en une fois gauche à droite. Ici, il faut impérativement qu'on travaille en partie. Donc, par exemple, commencer sur 3-4 cm à gauche, puis on va directement à droite, pour éviter d'avoir une tension. Parce que ici, comme c'est un tissu avec toutes des formes géométriques, si on vient coudre tout en une fois, comme elle a fait sur la gauche, pour le peu qu'il y ait 1 ou 2 mm en tension un peu plus grande ici, on voit que les lignes elles partent. Donc il faut absolument équilibrer à chaque fois et on part en évasé comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette option garnissage? Alors surtout les formes en fait. J'avais envie de travailler en volume et surtout le besoin d'avoir quelque chose d'agréable en fait. D'avoir un certain confort par rapport aux meubles, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui serve tous les jours, où on puisse être bien assis, bien installé. Alors pour éviter de faire une erreur, ce que tu peux faire, voilà. Et alors tu y vas, vas-y, tu y vas maintenant. Comme ça, si on va pouvoir avancer sur ce côté-là. Voilà. Donc tu ne vas pas trop loin non plus, tu vois. Tu dois t'arrêter ici à la salle de jonction, donc voilà. Comme ils sont ébénistes, ils viennent chez moi, on apprend à restaurer la boiserie, donc on fait les finitions, la restauration, parce qu'il ne faut pas oublier que le siège est quand même le meuble qui souffre le plus au niveau assemblage et tout. Et ça traverse, je veux dire, des années, les siècles et tout ça, et donc on redonne une deuxième jeunesse, ou une troisième jeunesse à un siège et tout. Est-ce qu'à la base, un garnisseur est ébéniste? Non. C'est deux métiers totalement différents. C'est la raison pour laquelle, je veux dire, au niveau des 7e années, nous avons un jury officiel, je veux dire, qui délivre une qualification. Parce que c'est un métier, c'est dans le même esprit que l'ébénisterie, mais nous, c'est la finalité, c'est le recouvrement et tout. Tu recharges en crin, donc tu les appointes ici, tout, tu remontes, et tu recharges maintenant, ici, à ce niveau-ci. Parce que là, on voit vraiment que ça creuse. OK ? Ici, on a pour mission d'entretenir et de mettre en valeur le patrimoine mobilier du château de Versailles, puisque nous sommes des techniciens d'art du ministère de la Culture et que, à ce titre, nous devons conserver, restaurer et de manière à exposer ces œuvres au public. Donc nous sommes à la fois un conservatoire des métiers et des techniciens d'art avec une expertise ayant la charge d'entretenir et de mettre en valeur ce patrimoine. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc la demande d'intervention
précise que nous devons intervenir sur les entoilages, donc les extérieurs d'eau de la chaise, puisqu'on voit effectivement qu'on a ici une ouate en coton qui est apparente, puisque l'entoilage qui est fait en taffetas de soie part en lambeaux. Mais on a dans le même temps une tapisserie du 19e qui part aussi, qu'on est en train de perdre finalement. Donc les points de relais ont lâché et on est en train de perdre cette tapisserie précieuse. Cette intervention-là, cette réalisation-là date du XXe siècle, comme les garnitures qui se trouvent sous la tapisserie. Donc l'intérêt se porte plutôt sur la tapisserie, qu'il s'agit de conserver, en effet. Donc la proposition d'intervention que j'ai faite consiste à déposer ces tapisseries, à déposer les garnitures, à faire restaurer les boiseries des chaises, les dorures également, et puis de réaliser de nouveau les garnitures telles qu'elles étaient faites au XIXe siècle, piquées extrêmement finement, comme on peut le voir sur ces tabourets, pour qu'on reste vraiment dans l'esprit de l'époque. Vous êtes des passeurs de temps? On est des passeurs de temps, oui en effet, j'aime à le dire parfois, puisque on doit parfois s'attarder sur un siège et limiter notre intervention sans être trop intrusif, de manière à ne pas dénaturer l'œuvre. Et lorsqu'on a un témoignage réel du passé qui est avéré, on s'efforcera, dans la mesure du possible, de conserver ce qu'il subsiste d'un siège. Zénaïde Masson et Perrine Choquet sont des privilégiés. En 7e complémentaire qualifiante en restauration des sièges et garnissages, elles ont, à tour de rôle, effectué leur stage au sein du domaine et du château de Versailles. Pourquoi venir ici? Déjà, il y a le prestige, donc c'est Versailles. Mais ensuite, c'est des techniques qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est quelque chose qui ne demande pas d'avoir... La rentabilité, c'est vraiment quelque chose qui est plus basé sur la qualité que la rentabilité par rapport au monde du travail qu'on aura après. T'as vu, il tombe. Il tombe. Il tombe. T'as essayé avec le tire-crin de le remonter? Alors t'as vu, c'est toujours, ça sort trop et c'est au détriment toujours de la hauteur. Tu vois, la toile, elle vit finalement. Et le crin à l'intérieur, il s'exprime aussi, il pousse. Donc il faut vraiment dominer la matière et te dire que c'est pas elle qui commande, c'est toi qui dois la dominer. Dis-toi que c'est de la pâte à modeler, que c'est du modelage, c'est de la sculpture sur crin. Non, et c'est ce que je me suis dit, c'est ce qu'on m'a dit un jour et j'ai eu le déclic grâce à ça. On m'a dit, Jérôme, c'est pas insurmontable, dis-toi que c'est de la pâte à modeler. Et est-ce que le fait de ramener la... Tu as vu déjà, il a une meilleure physionomie. C'est pas grand-chose. L'atelier de tapisserie est situé dans la cour de la Smala, au cœur de la résidence officielle des rois de France. C'est donc en toute logique que Zénaïde et Perrine ont opté pour la réalisation d'un tabouret royal. C'est une inspiration d'un qui est ici à Versailles, donc qui est au Trianon. Et donc on a voulu, pour venir en stage, refaire un tabouret pour vraiment apprendre la technique sur quelque chose de concret et qu'on pourrait avoir ensuite pour nous, pour montrer aussi un peu aux futurs clients, vraiment avoir quelque chose qui nous revient après. C'est un tabouret que vous avez réalisé, que vous êtes en train de réaliser de A à Z, depuis le bâti jusqu'au garnissage. Oui, on a fait le bâti à Saint-Luc. Et donc on est venu avec le bâti monté et puis on commence le garnissage ici à Versailles. Ouais, bah écoute, tu le laisseras apparent. On va s'arrêter là, tu vas le mettre en blanc. Et ici, il y a un petit souci. Hein. Alors là, il faut voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, c'est la toile, non, c'est le fil. Ah si, c'est la toile qui est lâchée. C'est en le tirant pour le remettre carré. Alors là, puis il y a un petit problème de densité, hein. Il y a un manque de crin en même temps. C'est peut-être aussi pour ça que la toile a lâché, tu vois. Durant leur stage, les deux étudiantes de Saint-Luc étaient supervisées par Jérôme Lebouc, le responsable de l'atelier de tapisserie du domaine et du château de Versailles. Depuis 6 ans, une véritable relation de confiance s'est installée entre ce technicien d'art de classe exceptionnelle et l'établissement tournésien. Sans doute parce que de part et d'autre, on allie le souci de l'éthique à la simplicité.
toutes les personnes que j'ai eu la chance de pouvoir se connaître ici, que ce soit dans les ateliers de restauration ou dans l'atelier de Jérôme, ont une simplicité vraiment de vie, de travail et se mettent au niveau de leurs stagiaires. Et ça, c'est très important aussi, d'avoir un petit peu, que l'on transmette, que ces maîtres dans le travail se transmettent d'une façon très simple. C'est les gestes que l'on faisait au 18e, c'est au 19e aussi. Donc qui est un complément par rapport à moi, ce que je peux leur enseigner en Saint-Luc. Je te la tourne. Hop. Attention au doigt. Vas-y. Ouais. Tu vois, il y a un réglage ici. Si tu as des gros morceaux à... C'est high-tech. Hein. Si tu as un crin qui est de mauvaise qualité, qui est plein de nœuds, tu la mets au plus haut. Et comme ça, les nœuds passeront. Par contre, ça suppose de faire plusieurs passes et progressivement de descendre le balancier. Ouais. Ça, c'est un avantage tu vois, du cardage à la main, enfin, avec cette machine. C'est une cardeuse. En fait, ça sert pour carder le crin. Parce que le crin, quand on le reçoit, c'est du crin animal qui vient du cheval. Et donc ça fait des tresses. Et donc du coup, dans nos tabourets, on le met, mais il ne faut plus que ça soit des tresses. Donc on le carde. Donc il y a des aiguilles qui va détresser le crin. Donc voilà. Et il est plus souple pour le mettre dans les fauteuils pour faire les garnitures. Ici, on ne travaillera pas de matériaux tels que la mousse, on ne travaillera pas de crin végétal, mais on travaillera des matériaux qui sont ceux employés par les tapissiers du XVIIIe et du XIXe siècle, ceux qui nous ont précédés. Alors à cet effet, moi je commande du crin noir, du crin blond. Et au niveau des matériaux autres qui entrent dans la composition d'un siège, je m'efforce de ne pas employer de toile de coton. J'essaye à la place d'employer des toiles de lin, des toiles de chanvre, des matériaux indigènes, ceux que l'on peut trouver dans des sièges anciens lorsqu'on est amené à les démonter. Donc c'est un travail de recherche aussi que je dois réaliser pour essayer de garder une éthique de ce métier. Bien souvent l'été on employait des tons très frais et puis la nature même du tissage avait son importance. On préférait employer un lampas broché comme ça l'été, de cette manière, et employer un velours l'hiver, qui était beaucoup plus chaud, plus chaleureux. Les fleurs s'expriment, c'est des tonalités très fraîches, très toniques en même temps. Avec pour le roi un brochet de fil d'or quand même, et pour la reine un simple lampas, mais avec une gamme de couleurs incroyable. Ici, c'est 100% soie, en chêne et en trame, et donc avec un brochet en plus, donc il s'agit d'un lampas qui en plus est broché de fil d'or, et on voit les flottés de fil d'or sur l'envers, avec ces flottés qui, dans la largeur, se limitent à la largeur du motif. C'est pour ça qu'on appelle ça un brochet. Le fil d'or coûte tellement cher qu'on ne s'amuserait pas à le faire courir d'une lisière à l'autre. Donc il s'interrompt régulièrement pour composer ce motif qu'on a ici sur la partie visible de l'étoffe. Qu'est-ce que vous avez appris durant ce stage? Alors la précision, alors des nouvelles techniques par rapport au garnissage et aussi les noms des tissus, les visites dans le château qui sont très enrichissantes avec Jérôme. En fait, on part sur des bases qu'on connaît déjà, mais avec des petits trucs qui nous font avancer aussi, qui nous permettent d'avoir plus, pas de rentabilité, mais plus de qualité au niveau de l'assise. Ouais, je dis qu'on aurait pu faire des points un peu plus petits, mais c'est pas mal. Alors, c'est pas trop mal. Le tyran, elle ne sait pas faire autrement là. Le fait que le fil... En effet, on est sur du satin. Voilà. Donc tu vois, c'est bien ce que sur le dit. satin, ça a tendance à saigner. À saigner, tu sais, à faire des tensions, des points de tension. Ou alors les fibres s'ouvrent. Le tissage est tellement fin, tellement serré que tu peux pas faire autrement, en effet. Donc là, on tolère ce genre de défaut qui finalement n'en est pas. Non, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Contrairement à un stage qu'elles auraient pu faire chez un artisan, il me semble qu'ici, on a eu le temps de s'attacher aux différents modes opératoires qui permettent de réaliser ces garnitures. Ici, on a parlé des matériaux, mais la manière de procéder est celle des tapissiers du XVIIIe siècle et du XIXe, puis du XXe. On
bâcle pas les étapes. On va respecter chaque étape qui permet de réaliser cette garniture. Et c'est ici un luxe et une chance de pouvoir travailler de cette manière. Ouais. Nous rentrons ici dans l'atelier de sculpture. Bonjour. Ils ne sont pas nombreux, il fait calme. Ça va? Ouais. Voilà, Monsieur Degan, professeur en sculpture, en spécialisation de 7e année, qui suit les projets de différents étudiants. Et il y a des projets d'étudiants de première année en sculpture et d'autres de l'autre côté avec un passé déjà un peu plus long en sculpture et qui affinent leurs projets. Moi, je vais mettre mes lunettes quand même. Non, je vais pas les mettre, ça fait vieux. Qu'est-ce que vous leur apprenez à tous ces jeunes gens? Ah, alors ça c'est très important. Parce qu'on leur apprend tout. Le plein, le vide, défier la pesanteur, savoir travailler la terre, travailler le plâtre, tailler le bois, tailler la pierre, couler le bronze, connaître les polyesters, les élastomères. Et quand ils sortent d'ici, eh ben, ils vont travailler à la machine, ils savent tout faire. Donc un sculpteur doit savoir tout faire. Ça c'est la grande chose. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas uniquement que le bois? Non. Non, non, surtout. En première année, oui, parce qu'en fait, ils vont avoir un diplôme d'ornemaniste, d'accord? Donc là, on est obligé de présenter une pièce d'ornement au jury pour avoir l'obtention de ça. Maintenant, s'ils font une deuxième ou une troisième, là, ils vont explorer. Même maintenant, en première, ils explorent, voilà, Dodo la sculpture, là, il coule du bronze en première année. Voilà, on a tous les droits ici. Et un sculpteur, ça va savoir tout faire. Ton métal, il est en fusion, là? Non. Moi, je ferai la base, déjà, 75, 25, on sait déjà ce que ça donne. Maintenant, plus tu vas... Moi, je mettrai 15. 15%. Vous avez terminé votre cursus en ébénisterie, vous avez choisi de vous spécialiser en sculpture. Pourquoi ce choix? Tout simplement la possibilité de découvrir de nouvelles matières et créatif. C'est davantage compliqué de réaliser un meuble entier. Enfin, ça a beaucoup de contraintes alors qu'une sculpture on peut vraiment se faire plaisir, travailler les matières, les textures, puis travailler le volume et la matière pure. L'ébéniste c'est un beau métier, mais on peut justement... Le fait d'être sculpteur en plus, ça permet d'enrichir ce métier, de voir les choses différemment et de leur donner plus de volume que sur un simple meuble en fait. Parce que maintenant, les meubles deviennent vraiment des sculptures. Voilà, ici. Des biens mobiles. Alors Voilà. t'imagines important, c'est quoi? C'est toi qui vas le manipuler? Ouais, ça sera du coup en fait il y a une petite ficelle. C'est vraiment le principe des jouets pour Des enfants, mobiles, des oui. petits mobiles qu'on met au-dessus des berceaux. Oui. Hop, c'est exactement ça. Quoi. Saint-Luc, ça représente quoi pour vous? Une grande étape dans ma jeunesse, dans le sens où j'ai acquis la maturité ici. Et ça a été un tournant dans ma vie dans le sens où aussi au point de vue créatif, la façon de percevoir les volumes, la façon de créer, dessiner, ça a été vraiment un tournant où je suis vraiment passé du stade petit français qui sort du bac au stade purement manuel et faire un peu être libre et de se dire être artisan quoi. Nous sommes ici dans les ateliers de création et de restauration de mobilier. Donc là on voit une commode tombeau qui est occupée d'être désossée pour s'activer sur la restauration. Il y a des gros manques en plaquage et en décor. Voilà, regarde, ici. Ici, tu vas retrouver un veinage qui est similaire. Donc, tu l'as comme ça. Tu as le même veinage que tu remets ici. Et ça, c'est bien. Hein. D'accord. C'est un véritable puzzle. En fait, je restaure tout un côté de marqueterie que j'ai déplaqué. Et lors de la dépose donc, de ce plaquage, j'ai remarqué qu'il y avait déjà eu une restauration. Et la plupart de la restauration était faussée. Donc on a pris l'initiative de tout restaurer en fait la marqueterie. Et donc voilà, donc j'ai dû d'abord commencer par restaurer le support qui était endommagé.
Donc là, j'ai utilisé plusieurs techniques. Donc, comme on parle, avant, on rajoutait des morceaux de bois, mais j'ai aussi utilisé une technique récente. C'est ce qu'on appelle la pâte à bois. C'est pour combler les trous de verre et les déformations du bois, en fait. On combine vraiment l'ancien et le nouveau. Il y a des techniques traditionnelles de sciage, du plaquage, comme Simon est en train de le faire. On peut aussi mécaniser certaines étapes. Si on doit refaire une pièce, on peut préparer la pièce à la machine, la terminer à la main. On a des techniques beaucoup plus modernes, par exemple pour le recollage des colles animales, où on peut utiliser un transformateur avec un grillage chauffant qui devient une résistance. À l'époque, on utilisait le sac de sable chaud ou des plaques en alu chauffées, technique qu'on maîtrise beaucoup moins bien au niveau de la température. Donc maintenant, la technologie fait qu'on peut avoir une qualité, une intervention beaucoup plus professionnelle. Il faut injecter de la colle en dessous de ton plaquage. Il faut bien la repousser jusqu'au bout de la cloche. Et avec une sangle en cuir, on va le resserrer en fait. Ok, ça marche. Donc d'abord, je commence par ça. Ouais. Ok. Tu fais ça, après tu fais ta greffe ici. Et tu refais la même opération avec la sangle en cuir. Ouais. On commence par des techniques assez basiques au niveau de la restauration de meubles, donc des petits exercices de greffe. Ils ont beaucoup de technologies sur la dépose des plaquages, sur la réhydratation des plaquages, sur la repose des plaquages. Ils vont commencer par des meubles assez simples en général, donc une commode avec un plaquage simple, pas une marqueterie trop compliquée. Vers la fin du premier trimestre, décembre, voire janvier, février, ils font des déposes et reposes, ont des techniques un peu plus compliquées pour la restauration de meubles. Ils apprennent aussi la réhydratation des marqueteries. Dans le courant de ce mois-ci, voire le mois d'avril, là on va commencer les vernis au tampon et les finitions. Donc on essaie d'être assez évolutif dans le cursus professionnel en fonction de l'évolution de la restauration du meuble en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la restauration? Ce qui m'a attiré dans la restauration, j'ai envie de dire, c'est pouvoir travailler sur justement ce genre de meubles et découvrir un peu comment dans le temps on faisait, essayer aussi de travailler avec comme à l'époque, avec les outils, les techniques. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment plu et pouvoir manipuler des meubles qui ont plus d'un siècle et voir un peu les dégâts que cause le temps. Très jeune, je savais déjà que c'était le bois, que je voulais absolument travailler le bois. La menuiserie, c'est beaucoup les escaliers, les charpentes et tout, hein, c'est très technique, mais j'avais de grosses lacunes au niveau esthétique. Et ça, là, quand j'ai fait un premier mars à Saint-Luc, c'est là que je me suis aperçu que c'était pour moi, que là, je pouvais en plus peaufiner un peu plus loin le travail du bois, dans le dessin, dans la marqueterie, et puis l'histoire de l'art et autres, quoi. Donc, je trouve que c'est un bon complément. Alors au début, bon, ici, c'est pas le cas parce que c'est un petit motif, ça s'appelle un culot. Hein. Mais pour les grands motifs, si tu veux, c'est toujours bien de faire un croquis avant, ça te permet de rentrer dans le motif, tu vois. Et puis, tu mets à peu près un quart d'heure avant de rentrer dedans, puis ça sort tout seul. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi en sculpture, tu deviens fort quand tu sais sculpter de la main gauche comme de la main droite. Tu vois, parce que ici, l'élément, il ne peut pas bouger. Donc, il faut savoir alterner. Christophe Sarraud a fait de la restauration des boiseries son métier. Depuis une petite vingtaine d'années, il travaille dans son atelier de Buisnal, dans l'entité de Frasnes. Ici, chaque objet a une âme, des gouges transmises par un ancien sculpteur aux machines récupérées chez un artisan. À côté de cela, l'homme n'est guère matérialiste. Ce qu'il adore par-dessus tout, c'est travailler la matière, redécouvrir le travail d'autrefois. Quand tu déposes, tu découvres toujours des techniques nouvelles, parce que chaque atelier aussi avait sa personnalité au niveau des conceptions et autres. Donc là, tu apprends énormément aussi. C'est ce que j'adore en restauration, c'est que, un, il n'y a pas de routine, deux, chaque édifice a son propre style, bien souvent, entre guillemets.
Chaque atelier avait sa manière de faire au niveau des conceptions boiseries et tout. J'en découvre encore maintenant, après 18 ans. J'espère jusqu'à la fin, parce qu'autrement, il n'y a pas lieu d'être non plus. C'est pareil, tu vois. À peu près 120 bouches, normalement, tu les connais toutes. Indépendant, Christophe Sarraut a pour clients des particuliers, des collectionneurs ou des antiquaires. Pour eux, il redonne vie aux meubles et aux objets décoratifs en bois de tout style. Le plus gros de son travail est pourtant tout autre et d'ordre patrimonial. Régulièrement, il est appelé par des entrepreneurs pour des chantiers de rénovation d'envergure. Il a par exemple passé 2 ans à remettre à neuf les boiseries de la collégiale Saint-Vincent de Soigny. Actuellement, il œuvre sur celle de l'église de Deux-Acres. Et ça, c'est un panneau qui a déjà été remplacé au début du siècle dernier. Et là, c'est pour ça que tu vois une différence de teinte, c'est parce qu'ils sont déjà intervenus au siècle dernier. Donc ça aussi, on a dû recoller le panneau d'une restauration antérieure et on l'a remis dans la rainure. Et tu vois, on a essayé de récupérer un maximum d'origine. Il faut savoir que des fois, les moulures ont été... Tout l'arrière est peut-être neuf, quoi. On va d'ailleurs retourner pour qu'on puisse un peu voir. Regarde. À l'arrière, en fait, tout est neuf. Tu vois, la moulure que tu as vue en surface, elle a été dédoublée et alors on a rechargé pour refaire la rainure, pour remettre le panneau dans la rainure. C'est un métier un peu ingrat aussi dans le sens où on ne doit logiquement pas voir ton intervention. Donc des fois on va voir des boiseries, tu dis j'ai restauré, mais les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'on a fait, quoi. Ça c'est l'envers du décor, quoi. Ça c'est vraiment là on peut se rendre compte de ce qui a été fait, quoi. Là ici on va coller, on peut coller, hein, tu vois, tu as une structure à l'arrière maintenant, tu as une bonne structure, tu peux commencer à mettre des serre-joints et alors à faire ton réglage comme ça. Donc tu mets une cale, des serre-joints et puis tu fais ton réglage. Tu n'es pas obligé de coller ici, tu peux mettre un bon serre-joint, hein. Tu as un bon support, hein. Tu mets un serre-joint et puis tu es parti à côté. C'est vrai qu'on travaille avec des bois très anciens, mais très rares à trouver. Et des fois des belles longueurs comme ça, dans un chêne qui est du 18e, du 17e ou du 16e siècle, c'est difficile à trouver. Mais bien souvent, on utilise ces vieux bois que pour tout ce qui est décoratif, comme je t'expliquais tout à l'heure. Par contre, tout ce qui est structure principale, comme le montant ici, là, on utilise le chêne français traditionnel, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau des corps, on va plutôt utiliser du chêne d'époque, entre guillemets, quoi. Si c'est une boiserie 18e comme celle-ci, on essaiera d'utiliser du chêne qui est classé à l'étage du 18e siècle. J'en ai jusqu'au 16e, pas plus, qui sont récupérés dans des vieux planchers de châteaux, dans des bois de charpente, d'anciennes charpentes qui sont datées. Donc ça permet plus ou moins aussi d'avoir une certification au niveau de la date. Le travail de restauration est des plus diversifiés, parfois des plus complexes aussi, pour coller au plus près de la pièce originelle. Un élément décoratif peut ainsi exiger un labeur de longue haleine. On voit très nettement que c'est 2 planches assemblées. Il y en a une qui est près de l'aubier, c'est pour ça qu'elle est attaquée par l'excellophage, tu vois. Et cette partie était très fragile. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'abord recoller l'élément et ensuite faire un traitement contre le xylophage et ensuite traitement paraloïde. Le paraloïde permet de donner de la densité au bois. Ici, il s'avère que je vais montrer l'arrière, voilà. On a dû, cet élément-là était manquant, donc de nouveau j'ai retravaillé avec du chêne d'époque, hein, 18e siècle, donc on a rasserré une greffe ici par l'arrière pour solidifier l'assemblage, quoi. Encore une fois, ici on voit très nettement une attaque de xylophage sur la partie aubier, quoi. Donc tu vois, logiquement ça devrait partir en poudre. Là maintenant j'ai retrouvé une bonne densité, quoi. Et ici c'est intéressant parce qu'on voit très nettement que ça a été, on a les coups d'herminette, hein, ça a été dressé à la main. Il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de machine, hein. C'est ça qui est agréable aussi, c'est que bien souvent quand on regarde l'envers, on voit encore les coups d'outils ici, hein, on voit le passage de l'artisan là. Et ça c'est... Là, tu prends une pièce qui a 250 ans et tu te dis, tiens, ça a été taillé il y a 250 ans, et puis je la reprends en main, et puis voilà, c'est reparti. Christophe Sarraut ne s'en cache pas, son métier est avant tout une passion pour une matière noble, couplée à un immense respect pour les anciens et un devoir de transmission. C'est important de transmettre, très important.
par respect. C'est pour ça qu'on nous appelle aussi les passeurs de mémoire. C'est passeurs de mémoire dans tous les sens du terme, hein. C'est redonner vie à des anciens décors pour un peu retranscrire ce qu'était la boiserie au XVIIIe siècle, comme celle-ci, et ne pas mentir à la génération à venir, c'est aussi transmettre son savoir-faire. C'est pour ça, les passeurs, moi je dis, c'est un nom bien qui nous va bien. Le passeur de mémoire, c'est dans tous les sens du terme, quoi. Par l'objet par lequel on travaille et par le savoir-faire. Notre magasin à plaquage avec les différentes essences de bois précieux. Et M. Mersman qui aide les étudiants dans les choix parce qu'il est professeur de marqueterie au niveau des 5e et des 7e dans la spécialisation. Donc ici on a de la marante par exemple. Voilà, mais qu'on peut marier avec différents bois. Par exemple de l'érable moucheté, on a un contraste très fort qui se retrouve d'ailleurs dans le style Charles X. Et ici, du bois de rose. Oui. Très beau, c'est une belle combinaison également avec la marante qu'on retrouve au XVIIIe siècle également. Ça fait grosso modo 25 ans qu'on fait de la création à Saint-Luc. Et donc on pense que c'est l'avenir de l'ébénisterie aussi, parce que faire des meubles anciens c'est très beau, ça apprend effectivement un métier, mais il faut transférer cet apprentissage dans les formes contemporaines et donc la création est essentielle. Moi cette année donc, je vais présenter en fait c'est un meuble de rangement, donc c'est pour ranger des verres. Donc, mes parents au début d'année m'ont donné une liste de verres bien précis à ranger dans ce meuble et moi j'ai construit donc, tout le meuble autour de ces verres. Donc, hop. Voilà. Donc il est composé de plusieurs caissons. Donc, dans chaque caisson, il y aura une sorte de verre différent. Et donc, par exemple, là, j'ai les verres à bière, à champagne, à whisky, à vin. Et donc, ils sont faits un peu sur mesure par rapport au verre. Donc, voilà. Avec des essences de bois différentes. C'est ça. Donc les caissons qui sont foncées, c'est du teck. En clair, ce sera de l'érable. Et après, le piétement, là, il est en acier. Comment guide-t-on ces étudiants? Alors c'est un challenge, donc même si ça fait 22 ans que je le fais, c'est chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier. Donc il faut travailler avec beaucoup de patience et de tact, parce que quand un élève vient avec un dessin, on est critique quelque part, mais il ne faut pas que l'élève se sente atteint dans son fort intérieur, que la critique ne soit pas trop forte. Mais il faut être effectivement critique pour expliquer l'esthétique, expliquer qu'est-ce que c'est des proportions, et puis alors, avoir des bonnes idées et trouver les bonnes idées, comment trouver les bonnes idées, tout ça, ça fait partie du travail de création. Les professeurs sont très réceptifs à vos idées créatrices, ils vous guident? Oui, bah, ils sont beaucoup là avec nous et ils sont très ouverts aussi. Parce que des professeurs, ils pourraient avoir leur idée bien eux et nous les imposer, mais non, au contraire, donc nous on leur propose nos idées, donc ils nous écoutent, on en parle avec eux, ils nous disent aussi leurs idées, parce que toute idée est bonne à prendre, hein. On parle aussi avec nos camarades, voir les idées qu'ils ont. Et ouais, c'est vraiment un partage qu'on a avec les professeurs, avec nos camarades, et tout ça. C'est une belle carte de visite que d'avoir des meubles à montrer. C'est assez fascinant. Donc pour moi-même, quand je suis sorti de Saint-Luc, mon diplôme n'avait aucune valeur. J'ai juste montré mes photos, j'ai étalé ça devant mon employeur. Et effectivement, on m'a pris à l'essai à ce moment-là. Mais c'est une carte de visite qui permet des entrées dans le domaine professionnel. Oui. Personne dans la famille, personne dans l'entourage travaillait le bois. Depuis tout petit, je voulais tailler des bouts de bois, donc voilà. Et j'ai visité plusieurs écoles. Et à l'époque, on avait fait la porte ouverte le 1er mai à Saint-Luc. Et donc il y avait une marche entre les autres écoles et Saint-Luc. Donc j'ai été inscrit là-bas. J'ai fait mon cursus complet à Saint-Luc avec une année de spécialisation en sculpture. Et après,
Après, un travail en restauration, et puis une deuxième entreprise, troisième, j'ai monté petit à petit. Je suis arrivé chef d'atelier les dernières années. Et puis, il y a 8 ans, je me suis installé à mon compte chez moi. C'est ça, en fait, la table, elle est ici. On la voit bien là. On la voit ici, vous savez. Donc lui, le collègue est en train d'assembler les caissons, les façades. Et en fait, ce meuble-là, quand il s'ouvre, il ferme au-dessus de la porte, de la table. Et ce meuble-là, quand il s'ouvre, il ferme. Donc en fait, ça cloisonne complètement la cuisine du séjour. Vous voyez, ça c'est vraiment du sur-mesure. On ne peut pas trouver... c'est que de la fabrication artisanale. Que créez-vous, Vincent? C'est à 90% de l'agencement. Donc c'est des meubles qui sont fabriqués et prévus pour mettre dans une pièce. On considère comme agencement, si on déménage une maison, un agencement, on ne l'emmène pas. Donc il y a les classiques, hein, les cuisines, le mobilier de salle de bain, etc. Après, on fait beaucoup aussi d'agencement pour des salons, là où on y met la hi-fi, la télé, etc. Ça peut être dans un hall d'entrée, un vestiaire, des agencements sous escalier, des combles, etc. Donc tout ça, c'est du mobilier qui est fait sur mesure. C'est-à-dire que je vends d'abord le mobilier et ensuite je le fabrique. Quelle est la partie qui vous plaît le plus? La partie créatrice ou la partie réalisation? Ou bien c'est un ensemble? J'ai fait toute une partie de ma carrière uniquement dans de la fabrication. J'ai fait une partie de ma carrière pratiquement qu'au bureau et finalement, maintenant que je suis à mon compte, je m'aperçois que ce qui me plaît, c'est faire le travail de A à Z. Aller chez le client, avoir un contact, parler de leur intérieur, de leur goût, de leurs habitudes de vie. Ensuite, dessiner un projet, l'étudier et puis quand c'est accepté par le client, eh ben, on fait les plans de fabrication, les commandes, on fabrique, on livre. Donc c'est vraiment l'ensemble du travail qui est intéressant. Dès qu'on sort une étape de travail et qu'on la répète, ça perd tout son intérêt, quoi. On travaille par module, en fait. C'est comme des boîtes. Bien souvent, il y a un panneau de structure qui est assez basique, qui est un mélaminé blanc la plupart du temps. Et donc à l'atelier, on assemble tous ces modules. Et arrivé sur place, à pied d'œuvre, on va assembler tous ces modules et mettre les panneaux qui vont venir fermer. Donc en fait, il n'y a que les façades qui sont à décor. Et toutes les boîtes, on va les assembler. Après, il y a des dessus qui vont venir garnir l'ensemble. Donc l'agencement, c'est parfois un mois et demi, 2 mois de travail. Et on ne voit le résultat final que tout à la fin quand on a monté chez le client. Je considère que c'est bien en adéquation avec notre métier puisque l'ébénisterie, historiquement, c'est la fabrication de mobilier recouvert de plaquage. Le mobilier massif, c'est plus un travail de menuiserie normalement, même si maintenant bon, on a un petit peu élargi l'appellation, mais je me trouve bien dans mon métier en tant qu'ébéniste à faire de l'agencement. À partir du moment où on fait du sur-mesure, où c'est dessiné pour un client et qu'on n'achète pas du caisson tout fait, où là c'est du montage, ça n'a rien à voir. Là on n'est pas du tout dans ce cadre-là.